À la une de l'actualité ce 27 juillet, Benchmark Group a confirmé avoir reçu un courriel demandant un financement pour contribuer à un coup d'État pour déloger l'actuel président malgache Andry Rajoelina. Mort de l'agresseur du président de la transition, le colonel Assimi Goïta au Mali, la Commission nationale des droits de l'homme réclame une enquête. Et puis la Guinée équatoriale a annoncé ce lundi la fermeture de son ambassade à Londres. Une fermeture décidée après des sanctions considérées par Malabo comme illégales. Merci de nous choisir pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. Des étudiants ont manifesté au campus de l'université de Kinshasa contre la mort samedi dernier d'un de leurs camarades. L'étudiant a été tué par un policier qui lui reprochait de ne pas porter de masque pendant l'enregistrement d'une vidéo dans la capitale de la République démocratique du Congo. Des troubles ont éclaté lundi au campus de l'université de Kinshasa, où la police a réprimé une manifestation d'étudiants qui protestaient contre la mort samedi d'un de leurs camarades tué par un policier. L'étudiant Honoré Chama a été tué par un policier qui lui reprochait de ne pas porter de masque pendant l'enregistrement d'une vidéo dans la capitale de la République démocratique du Congo. Rameaux ou branches d'arbres à la main, les étudiants ont tenté à plusieurs reprises en vain de sortir de l'enceinte de leur campus, mais en ont été empêchés par la police anti-émeute. Plusieurs dizaines de policiers anti-émeute et d'autres armés étaient déployés sur le tronçon de route qui conduit au site universitaire où toutes les entrées étaient bloquées. Nous manifestons pacifiquement pour pleurer notre frère de la faculté des lettres, Chamakoto Honoré. Mais la police a commencé à attaquer les étudiants avec des coups de feu. Nous sommes choqués, nous sommes sous l'émotion. Il était venu au campus étudier comme tout étudiant, peut-être qu'il serait un futur cadre du pays. Mais ce qui s'est passé, on n'a pas compris, il a été tué à cause du cache-nez, qui n'écoute même pas sans preuve de ça, je ne sais moi. Et maintenant, il a été tué. Je demande à notre gouvernement de prendre le temps d'éduquer la police nationale congolaise, puisqu'elle tire sans contrôle, parce que la vie humaine est sacrée. La vie de notre camarade a été prise juste parce qu'il voulait étudier. Le port du masque est obligatoire sous peine d'une amende de 10 000 francs congolais, soit $5 en RDC, confronté à une troisième vague de Covid-19. Mais les policiers sont régulièrement accusés de tracasserie. Le pays a enregistré 48 503 cas avec 1023 décès depuis mars 2020. Le procès du leader indépendantiste biafrais Nnamdi Kanu, qui devait reprendre lundi à Abuja devant la Haute Cour fédérale du Nigeria, a été ajourné au 21 octobre prochain. C'est ce qu'a déclaré son avocat. Le chef du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra IPOB, qui prône la sécession du sud-est du Nigeria, a été arrêté à l'étranger après 4 ans de cavale et ramené fin juin au Nigeria pour être jugé, accusé notamment de terrorisme et de crimes de trahison. Nnamdi Kanu avait été arrêté une première fois en octobre 2015, mais il avait profité de sa liberté sous caution pour quitter le Nigeria en 2017. Le procès a été ajourné au 21 octobre car les autorités ont failli à présenter Nnamdi Kanu devant la cour, a affirmé à l'AFP son avocat Aloyi Edinkao. Le juge a déclaré que le procès ne pouvait pas commencer sans que l'accusé ne soit présenté, a ajouté l'avocat. Pour ce procès sous haute tension, un important dispositif de sécurité avait été déployé autour du tribunal, avait constaté un journaliste de l'AFP. De nombreux journalistes, dont ceux de l'AFP, s'étaient vus interdire d'accès à la salle d'audience. L'organisation de défense des droits humains, Amnesty International, avait appelé les autorités nigérianes à permettre aux médias d'accéder librement au tribunal pour faire le travail dans un communiqué. Le journaliste et opposant Omoyele Sowore, venu couvrir avec son équipe le procès, a été conduit en dehors du tribunal par des agents de sécurité, mais a finalement pu regagner l'enceinte du tribunal 1 heure après, a constaté un journaliste de l'AFP. L'ex-Biafra, région déshéritée du sud-est, essentiellement peuplée par la communauté Igbo,
fut le théâtre d'une sanglante guerre civile entre 1967 et 1970. Après la mort de plus d'1 million de personnes, notamment de famine, et l'échec de la rébellion, la République du Biafra avait fini par réintégrer le Nigeria, pays de près de 200 millions d'habitants régulièrement secoués par des tensions intercommunautaires. Mais les velléités indépendantistes n'ont pas disparu. L'arrestation de Nnamdi Kanu survient après des mois de troubles dans la région et la création d'un mouvement paramilitaire régional. Je le disais en titre, Benchmark Group, l'actionnaire majoritaire de la compagnie d'extraction pétrolière Madagascar Oil, a confirmé avoir reçu un courriel demandant un financement pour contribuer à un coup d'État pour déloger l'actuel président malgache Andry Rajoelina. C'était au cours d'une conférence de presse. Benchmark Group a confirmé samedi avoir reçu un email du citoyen franco-malgache Paul R. sollicitant un financement à hauteur de 10 millions d'euros à des fins de déstabilisation politique, a déclaré l'un de ses porte-parole sans autre précision. Des médias nationaux ont publié des échanges de courriels présumés entre Benchmark Group et Paul R. qui remontent à octobre, affirmant que les enquêteurs les avaient extraits de l'ordinateur du suspect. Les responsables de Benchmark Group, pour n'avoir pas averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires alors qu'ils ont eu connaissance d'un possible complot et qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets, peuvent être poursuivis pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'État selon le droit pénal. Samedi, les médias malgaches, dont l'agence de communication gouvernementale Taratra, ont révélé la convocation par la police du directeur général de Madagascar Oil dans le cadre de l'enquête sur ce présumé projet déjoué d'assassinat du président malgache. Je voudrais confirmer au public que Madagascar Oil soutient pleinement le gouvernement démocratiquement élu du président Andry Rajoelina et que Madagascar Oil n'a jamais versé d'argent à Paul Rafanoarana. Madagascar Oil et Benchmark Group condamnent fortement toute action visant à porter atteinte à la sûreté d'un État démocratiquement élu et réitèrent leur plein soutien à l'État malgache et leur volonté de participer au développement économique du pays dans le respect total de ses lois et de l'état de droit qui prévaut dans le pays. Le conseiller spécial du président malgache Patrick Razoel a laissé entendre sur France 24 que des officiers malgaches pourraient aussi être impliqués dans cette affaire. Au Mali, les autorités ont annoncé dimanche dernier la mort d'Alassane Touré, l'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Pour la Commission nationale des droits de l'homme, il s'agit là d'une mort en détention et il faut donc qu'une enquête soit immédiatement diligentée. La mort en détention de l'agresseur du colonel Assimi Goïta continue de susciter des interrogations. Pour déterminer les causes du décès, le gouvernement a annoncé dans son communiqué qu'une autopsie avait été ordonnée. Selon une source hospitalière, elle pourra durer quelques semaines. Les autorités maliennes ont expliqué qu'au cours des investigations, l'état de santé du prévenu s'est dégradé. D'abord admis à l'hôpital Gabriel Touré, l'homme a ensuite été transféré à celui du Point G où il a fini par succomber. Souffrait-il de mal? A-t-il été victime de traitements physiques dégradants pendant sa détention? A-t-il été présenté vraiment devant la justice avant son décès? Voilà autant de zones d'ombre à éclaircir. Mais alors que l'autopsie est en cours, la Commission nationale des droits de l'homme a estimé qu'il s'agit là d'une mort en détention et il faut donc qu'une enquête soit immédiatement diligentée. De sources judiciaires, on apprend que l'agresseur décédé s'appelait Alassane Touré. Il avait 30 ans et il était de nationalité malienne. L'identité de son avocat, s'il en avait un, reste en revanche inconnue, tout comme son lieu de détention. Certaines sources évoquent un site de la sécurité d'État. La semaine dernière, des sources proches du dossier avaient laissé entendre qu'il ne s'agissait pas d'un crime terroriste. La garde à vue du prévenu aurait donc dû durer 72 heures maximum avant que le suspect ne soit mis en examen ou relâché. Or, la justice n'a pas communiqué à ce sujet. Le gouvernement, en revanche, a précisé ce dimanche que l'enquête se poursuit, d'autant que les premières informations recueillies indiquent qu'il ne s'agissait pas
un élément isolé. Allons en Tunisie pour finir cette édition. Le Premier ministre Hichem Mechichi s'est dit prêt ce lundi à céder le pouvoir au futur Premier ministre désigné par le président Kaïs Saïed. Ceci au lendemain de la suspension par ce dernier des activités du Parlement qui a projeté dans l'inconnu la jeune démocratie en crise depuis des mois. Hichem Mechichi s'est dit prêt ce lundi à céder le pouvoir au futur Premier ministre désigné par le président Kaïs Saïed au lendemain de la suspension par ce dernier des activités du Parlement. Le président, également chef de l'armée, s'est en outre octroyé le pouvoir exécutif, bouleversant l'organisation du pouvoir dans un pays régi depuis 2014 par un système parlementaire mixte en annonçant son intention de désigner un nouveau Premier ministre. Il a limogé lundi le ministre de la Défense, Ibrahim Bartaghi, et le porte-parole du gouvernement, Asna Ben Slimane, également ministre de la fonction publique et ministre de la justice par intérim. Enarda, principal parti au Parlement, a fustigé un coup d'État contre la révolution et la Constitution. Le président tunisien Kaïs Saïed déclare qu'il assume une responsabilité historique après avoir suspendu les activités du Parlement et démis le Premier ministre. Les développements en Tunisie, pays souvent représenté comme le seul où a réussi le printemps arabe, ont suscité l'inquiétude à l'étranger. La France a dit souhaiter un retour dans les meilleurs délais à un fonctionnement normal des institutions et appelé à éviter toute violence, tandis que les États-Unis, préoccupés, ont appelé au respect des principes démocratiques. Signe d'un début de concertation, le président Saïed a rencontré lundi soir les représentants de l'UGTT, de la Ligue des droits de l'homme et du patronat des acteurs qui avaient tiré la Tunisie d'une précédente crise en 2013. Dans la journée, plusieurs centaines de partisans du président Saïed et d'Enarda ont échangé des jets de bouteilles et de pierres devant le Parlement à Tunis. Mais la situation est ensuite revenue à la normale. En fin de journée, la présidence a annoncé que le couvre-feu nocturne officiellement instauré pour lutter contre le Covid avait été étendu d'une heure, désormais de 19h à 6h. Elle a aussi annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 3 personnes et 2 jours de congé pour les fonctionnaires. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.